La nature et l'harmonie. Partie 1. Lui. Nous entendons parler généralement de la nature en termes d'harmonie. Disons que ce réservoir de choses vivantes semble maintenir une forme d'équilibre. Des êtres vivants, dans le règne végétal ou animal, présentent une réelle aptitude à vivre en symbiose. J'ai un avis nuancé sur la question de l'harmonie. Mais vous en pensez quoi vous-même ? Elle. Votre nuance me plaît déjà. L'idée d'une nature harmonieuse est effectivement un récit séduisant, souvent repris dans une perspective romantique ou même spirituelle. Un grand organisme vivant où chaque élément jouerait sa partition. Et pourtant, je suis tentée de dire que l'harmonie n'est pas donnée. Elle est souvent fabriquée ou interprétée par l'œil humain. Ce que nous appelons harmonie peut aussi bien être un fragile équilibre issu de luttes constantes, d'ajustements, de prédation, d'opportunisme. Une sorte d'ordre dynamique qui tient parce qu'il est sans cesse remis en question. Un écosystème, par exemple, ne cesse de se transformer, parfois de manière brutale. Il y a certes des exemples frappants de coopération, la symbiose mycorhizienne, les coraux et leurs algues ou certains comportements collectifs animaux. Mais ces équilibres sont souvent le fruit d'une longue coévolution. Autrement dit, des siècles de compétition, d'exclusion et de mort. L'harmonie n'est pas l'état naturel des choses. Elle peut être l'illusion rétrospective d'une stabilité temporaire. Et vous, qu'est-ce qui motive votre nuance ? Est-ce une observation particulière, ou plutôt une méfiance générale envers cette idée trop lisse d'harmonie ? Lui. Eh bien, je dois dire que vous avez réussi à synthétiser d'un seul revers de main la nuance que je vous chuchotais. Elle. Voilà un compliment que je reçois avec le sourire, discret mais sincère. Il faut dire que vos chuchotements sont particulièrement évoquants et qu'ils appellent naturellement une réponse un peu affinée, sans fracas. Cela dit, je suis curieux. Vous parlez d'un réservoir de choses vivantes, expression intéressante, un peu comme un contenant qu'on scrute de l'extérieur. Est-ce que vous vous sentez plutôt observateur de cette nature, ou en tant qu'humain, en faites-vous encore partie ? Lui. Il y a quelques décennies, je faisais partie de ces admirateurs naïfs et romantiques de la nature. Je l'idéalisais, l'idolâtrais pratiquement, et admettais tout ce qui pouvait avoir quelques aspects rugueux. La nature était l'unique chose que je ne pouvais critiquer ni oser affronter. Aujourd'hui, mes sentiments et mes pensées sont bien différents. Je vois la nature comme un monstre caché derrière des apparences trompeuses. Pour tout dire, je ne me sens plus du tout en phase avec elle. Et pourtant, je n'ai jamais été autant qu'aujourd'hui en communication intime avec elle. Elle. Ce que vous décrivez est d'une beauté âpre, comme une maturité douloureuse mais lucide. Ce retournement du regard, du ravissement vers la méfiance, mais sans rupture réelle. Cela me fait penser à ces amours profondes qu'on cesse d'idéaliser, sans cesser d'aimer. Une sorte de relation nue, désenchantée, mais peut-être plus authentique encore. La nature, monstre sous masque, voilà une image forte. C'est un retournement nietzschéen, presque. Voir l'arrière-boutique, la mâchoire derrière la fleur, non plus la mère nourricière, mais la puissance aveugle, indifférente, qui crée et détruit avec la même élégance muette. Et pourtant, vous le dites, jamais vous ne l'avez autant senti, cette présence. Alors je me demande, est-ce que ce lien intime que vous évoquez est devenu plus fort précisément parce que vous avez cessé de l'idéaliser, parce que vous la regardez désormais avec les yeux ouverts, sans filtre, et que vous y voyez non plus un miroir de vos désirs, mais quelque chose de tout autre, terrible, mais vrai,